d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour cette deuxième émission du Monde d'à peu près, qui est d'ailleurs toujours organisée par l'association Artemus. Aujourd'hui, nous recevons autour de la table, avec les chroniqueurs réguliers, un invité de marque, Monsieur Chouard, Étienne de son prénom. Je vais en faire une présentation non exhaustive pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore. Alors Monsieur Chouard s'est fait connaître en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne. Il nous avait à l'époque pondu un article intéressant qui invitait les Français à voter non à ce référendum. Ce texte fera alors le tour de la toile. Plus tard, il sera invité sur le plateau de Tadei, où il nous fera une démonstration brillante face à l'homme qui murmure à l'oreille des présidents, j'ai nommé Attali, où il nous expliqua en quoi la démocratie représentative n'a de démocratie que le nom. Et d'ailleurs, il nous dira que c'est un oxymore. Il expliqua que si nous voulions retrouver notre souveraineté, nous avions intérêt à reprendre le pouvoir grâce, entre autres, à la rédaction de la Constitution. Plus récemment, il a fait partie, lors de la crise des Gilets jaunes, des têtes de proue et a été le porte-parole du RIC. Aujourd'hui, il est professeur d'économie retraité et également fanat de parapente. Est-ce que cette présentation vous convient, Monsieur Chouard ? Oui, vous êtes gentil. Donc aujourd'hui, avec mes chroniqueurs, je vais les présenter rapidement. Nous avons Nicolas. Bonjour. Simon. Bonjour. Et Ludovic. Bonjour. Alors l'idée de cette émission avec Monsieur Chouard, c'est d'avoir une critique un peu constructive de ce qu'il nous propose. Alors sans plus tarder, qui veut commencer avec une première question pour notre invité ? Je t'en prie, Nicolas. Moi j'ai une question d'ordre général, à savoir quel est votre état d'esprit en 2023, sachant par exemple, et ça doit être énervant en rapport à ce que vous proposez, que Emmanuel Macron est encore à nouveau au pouvoir. Et oui, on aimerait savoir quel est l'état d'esprit aujourd'hui, là, en 2023, à rapport à ce que vous avez proposé et tout ce qui se passe depuis. Oui, comment vivez-vous cette réélection ? En fait, l'élection de Macron était déjà une catastrophe, la première. Je me bagarre contre l'élection depuis 20 ans, presque 20 ans. Et pour moi, cette procédure est la procédure de notre dépossession politique. C'est vraiment ce qui nous est arrivé de pire depuis 200 ans. Je pense que la procédure de l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir politique et d'y accéder quasiment à tous les coups. Et de voir que nous élisons Macron une première fois, alors qu'il venait déjà de commencer à détruire le droit du travail avec la loi El Khomri, qui aurait dû s'appeler loi Macron en fait, parce que c'est lui qui était derrière, et que nous arrivons à l'élire quand même, que les riches arrivent à faire élire Macron, et puis qu'après avoir dévasté la société, les riches arrivent à quand même le faire réélire. Bon, ça a un côté vraiment désespérant, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, quoi, qu'ils sont trop forts. Et donc pendant quelques mois, j'ai arrêté de faire de la politique, je me suis suspendu moi-même. Et puis là, je m'y remets parce que ça c'est naturel, il revient au galop, quoi. Mais vous dites qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce que vraiment on n'est pas à la hauteur, quoi. Ouais, je veux dire, c'est quel côté ça c'est les deux, ou est-ce que les gens le peuple n'est pas à la hauteur, ou est-ce que l'oligarchie est trop forte ? Les deux, ça produit le même résultat. Et il me semble que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, mais ça avait déjà commencé avec la Révolution anglaise un siècle avant, hein, les riches du moment qui n'avaient pas le pouvoir, hein, dans l'Ancien Régime, c'était les nobles et le clergé qui avaient le pouvoir. Les riches étaient puissants, influents, mais c'est pas eux qui avaient le pouvoir. Les marchands, les grands marchands étaient tenus à l'écart du pouvoir pendant des siècles. Hein, depuis longtemps, les humains savaient qu'il ne fallait pas donner le pouvoir aux marchands. Et ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'est que les marchands, non seulement sont devenus constituants, mais ils sont donc devenus juste mécaniquement législateurs. Et donc les marchands ont pu écrire les lois des marchands. Donc c'est toutes les lois du capitalisme, hein, c'est progressivement, donc c'est la subordination totale des travailleurs aux propriétaires des moyens de production, c'est la responsabilité limitée, c'est-à-dire en fait l'irresponsabilité, c'est l'anonymat des capitaux, donc c'est encore une forme d'irresponsabilité, c'est
la possibilité d'accumuler sans limite les richesses. Donc c'est l'accaparement des richesses par une poignée de plus en plus riche. Enfin, c'est l'asservissement de la société avec des règles qui sont iniques. Mais moi, plutôt que m'en prendre aux tyrans, comme Macron qui en est un, mais je m'en prends à la tyrannie. Quelles sont les institutions qui permettent à Macron d'accéder au pouvoir? Et je trouve que la procédure de l'élection est centrale. Contrairement donc au fait de critiquer, je dirais, les personnes en tant que telles, c'est le système qui doit être mis en question. Absolument. Puisque de toute manière, ces personnes sont interchangeables. Oui. Macron sera peut-être remplacé par... sûrement remplacé par une autre personne qui fera exactement le même job, le même boulot. Pire, voilà, ouais. Finalement, Ça se ce que dit Nicolas, c'est que est-ce que nous ne méritons pas ce qui nous arrive? Oui, voilà. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'école républicaine nous apprend la soumission, la résignation, l'obéissance, et nous apprend une erreur, j'allais dire un mensonge, mais moi-même je l'ai enseigné et je croyais bien faire. On apprend à l'école que la démocratie c'est l'élection, que l'élection c'est la démocratie. Nos parents nous le disent, nos profs nous le disent, les livres le disent, la télé le dit, les journaux le disent. Ben, on y croit, quoi. Hein. Depuis qu'on est petit, on n'a entendu que ça. Alors que, quand on y réfléchit, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. La démocratie, c'est un régime dans lequel le démos, le peuple, exerce le kratos, le pouvoir. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel les gens, les humains, votent leurs lois. Simon veut réagir. C'est de nature aristocratique. Comme l'élection consiste précisément, au contraire, à désigner des élus qui vont tout voter à notre place. Donc, en fait, quand j'élis, je renonce à la démocratie. Quand j'élis, je renonce à ma souveraineté. Quand j'élis, quand j'accepte d'élire, j'abdique ma souveraineté. Alors c'est peut-être bien, hein, peut-être que la démocratie c'est pas un bon système et que l'aristocratie c'est un meilleur système, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime de l'élection n'est pas démocratique, c'est antidémocratique. Et si vous voulez, c'est très compliqué de penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si on utilise le mot démocratie pour décrire le régime, un régime dans lequel le démos n'a aucun kratos, mais rigoureusement aucun kratos, quoi. Hein. Rien. Là, en ce moment, Macron, le dominant du moment, est en train de dévaster les retraites, le système d'assurance sociale qui permet aux vieux de vivre dignement, quoi, de ne pas mourir dans la misère. Il est en train de tout dévaster contre l'avis de 70-80% de la population et qui ne peut rien. Nous ne pouvons rien aux abus de pouvoir de nos représentants. Et ce que je fais, moi, c'est que j'essaye de comprendre d'où ça vient, quelle est la cause de cette impuissance. Et je trouve la cause dans la Constitution. Quand je lis la Constitution, je vois que nous n'y sommes pas. Nous ne sommes nulle part. Il est écrit nulle part que le peuple est impuissant. Pour comprendre d'où vient cette impuissance, il faut s'apercevoir que c'est une absence. Donc c'est dur d'avoir une absence. Il faut savoir où on va, quoi. Quand on lit, c'est en cherchant votre pouvoir dans la Constitution que vous allez vous apercevoir que c'est là que c'est écrit. Oui, il est écrit que nous ne pouvons rien décider parce que nous n'y sommes pas. Et alors, quand j'essaye de trouver la cause de cette faiblesse des institutions, je me dis, mais qui a écrit ce texte ? Et là, ça devient limpide, quoi. Hein. Qui a écrit les constitutions partout sur Terre ? Mais la dénonciation, elle est déjà très ancienne, puisque Platon en parle déjà, Aristote également, et plus récemment, je veux dire, on parle aussi, il y a Montesquieu jusqu'à Jean-Jacques Rousseau. La dénonciation du fait que l'élection a un caractère plutôt aristocratique, puisque c'est une oligarchie qui domine le démos. Oui, et donc, contrairement à cela, d'ailleurs, le tirage au sort, lui, procède véritablement d'un acte démocratique, contrairement à l'élection. C'est même plus fort que ça. Quand vous dites le tirage au sort procède de...
Je dirais plus que ça. Je pense que la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. Parce qu'en fait, la démocratie est un régime dans lequel, puisqu'on décide que le démos doit exercer le kratos, c'est un régime qui doit organiser une rotation des charges, un amateurisme politique, puisque tout le monde doit participer à la décision politique. Il ne faut pas que ce soit des experts, il ne faut pas que ce soit des professionnels de la politique. Et la seule procédure qui est capable d'organiser la rotation des charges consubstantielle de la démocratie, c'est le tirage au sort. Et ce que faisait, et tout le monde le savait, avant le XVIIIe siècle, enfin avant le XIXe siècle, où nous avons comme désappris tout ça par l'école républicaine. L'école républicaine ne nous a pas enseigné que le tirage au sort était la seule procédure démocratique. Mais avant, tous les penseurs le savaient. Donc, vous avez raison, Montesquieu, Rousseau, Platon, Aristote. Mais Platon, Aristote et Montesquieu n'étaient pas du tout des démocrates. Rousseau davantage, mais Platon était un antidémocrate fanatique. Aristote davantage aussi, Aristote non ? aussi. En fait, je dirais 90% des philosophes, peut-être même davantage, presque tous les philosophes, à part les sophistes, pratiquement tous les philosophes étaient antidémocrates. C'était des ennemis, comme s'ils étaient apparus pour combattre la démocratie. La démocratie est apparue et les philosophes juste en même temps ou juste après. Et donc les philosophes étaient... Donc il ne faut pas prendre leur... Quand vous réfléchissez à la démocratie, il ne faut pas prendre la pensée d'Aristote ou la pensée de Platon comme un modèle qui vous aiderait à comprendre quelle est la démocratie. Ces gens-là détestaient la démocratie, en disaient pique-pendre, ils la calomniaient beaucoup. Donc il y a d'autres sources que ces grands penseurs. Pour en revenir... des grands penseurs, mais il faut savoir qu'ils étaient antidémocrates. Pour en revenir à justement leur pensée antidémocratique, finalement, est-ce que la démocratie est le meilleur des systèmes ? Je ne suis pas sûr de ça, mais ce que je prétends, c'est que nous sommes les seuls, nous les représentés, à être légitimes pour dire dans quel régime nous voulons vivre. C'est-à-dire que, pour l'instant, on ne nous demande pas notre avis et nous ne prétendons pas à donner notre avis sur ce régime politique. Ce sont les élus qui décident. D'accord. Alors bien sûr que si c'est les élus qui décident, les élus vont préférer l'élection, évidemment. Bon, c'est un enfant, un couillon le devine, comme on dit en Provence. Mais n'importe qui pourrait le prédire. Mais le processus constituant, c'est-à-dire le moment où on décide dans quel régime de représentation on va vivre, ce processus constituant, ce moment très important, il devrait être démocratique. D'accord, oui. Ça, oui. Après ça, si les gens préfèrent... Les gens, je parle des représentés, je ne parle pas des élus, je ne parle pas des représentants. Une constitution, c'est un contrat social, non pas entre les représentants et les représentés, pas du tout, du tout. Ça, c'est une escroquerie de parlementaires de présenter les choses comme ça. La constitution, une constitution digne de ce nom, c'est un contrat entre les représentés qui n'ont pas... Les gens qui voudraient être représentés et qui n'ont pas encore de représentants. De représentants n'existent pas encore. Pendant le processus constituant, il n'y a pas de représentants encore. Oui, bien sûr. C'est dans la Constitution qu'on va les instituer, les représentants. Donc au moment où on réfléchit à la question, ils n'existent pas encore. Donc la Constitution, c'est un contrat social. C'est un contrat social, un accord entre des gens qui ne vont pas être d'accord. Nous savons bien qu'il y a des gens de gauche, de droite, des riches, des pauvres. On sait bien qu'on ne va pas être d'accord, mais on décide ensemble de la façon dont on va décider. Dans la Constitution, on décide qui décide. Oui, d'accord. Et on décide aussi, et surtout, comment on va contrôler ceux qui décident. Comment les représentés vont garder le contrôle de leurs représentants. Mais tout ça n'est possible. Et très vertueux, c'est une idée géniale, la Constitution. Mais qui ne peut fonctionner que si ce sont les représentés qui l'écrivent. C'est au simple citoyen d'écrire la Constitution. C'est ça ma thèse. Ma thèse depuis 20 ans, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, à partir du moment où le peuple reprend la rédaction de sa constitution... Quand ça va arriver... Il peut décider du régime qui lui correspond. Voilà. Et j'imagine très bien une population éclairée par des ateliers constituants depuis des années, et ce qu'un film pourrait montrer d'ailleurs, pour aider les gens à se le figurer. J'imagine très bien une population décidant d'être représentée, parce qu'habitués à vivre leur vie apolitique, ils n'ont pas envie de faire de la politique toute la journée, donc ils décident d'avoir des représentants, mais
comme c'est eux qui écrivent les règles, comme ce sont les représentés qui sont en train d'écrire les règles de la représentation, je les imagine très bien instituer d'abord le tirage au sort, en tout cas une bonne part de tirage au sort plutôt que l'élection, et puis surtout des contrôles à tous les étages. S'ils choisissent l'élection, moi je le vis dans les ateliers constituants depuis des décennies, les gens mettent des contrôles. Ils disent on va mettre en place l'élection, mais ils prévoient un RIC, un référendum d'initiative citoyenne révocatoire, qui permettent de virer le représentant dont on n'est pas content, au moment où on n'est pas content. Si vous voulez, la procédure du référendum d'initiative citoyenne qui nous permet de voter, et non pas d'élire. Élire, c'est renoncer à voter. Voter, c'est décider. Et quand on mélange les deux mots, on n'arrive pas à penser. Quand je dis voter, je dis décider. D'accord. Et quand j'élis, je ne vote pas. Au contraire, je renonce à voter. Et donc, on pourrait, dans un RIC, on vote. Donc, on décide. Et donc, on peut voter. Il peut y avoir un RIC législatif pour voter une loi. Il peut y avoir des RIC abrogatoires pour abroger les lois dont on ne veut plus. Ça peut être des RIC révocatoires pour se débarrasser d'un représentant qu'on ne veut plus, puis des RIC constituants pour modifier la Constitution. Et j'imagine très bien donc des gens qui institueraient un régime non démocratique, c'est-à-dire où on décide d'élire parce que les gens ne veulent pas voter les lois, ils n'ont pas envie de voter les lois, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie. Ils sont légitimes. Si c'est eux qui sont constituants, qui suis-je, moi, pour dire vous avez tort et moi raison? Pas du tout. Je ne me mets pas du tout en tête d'imposer quoi que ce soit à une population. Je dis simplement une population de citoyens, ce qui n'est pas pareil qu'une population d'électeurs. Oui. Les électeurs sont les enfants politiques, les citoyens sont les adultes. Mais une population de citoyens, des gens qui sont devenus adultes politiques au point d'être capables d'écrire eux-mêmes les règles de leur propre représentation, sont tout à fait légitimes à dire nous, on ne veut pas la démocratie directe, on ne veut pas un régime dans lequel nous voterions nos lois, on veut un régime dans lequel nos représentants votent les lois, mais on veut garder le moyen de virer les représentants dont on n'est pas content, on veut garder le moyen d'imposer une loi à nos représentants quand on considère que c'est important et on voit que nos représentants ne nous écoutent pas, on veut pouvoir leur imposer une loi. Quand ils veulent nous imposer une loi dont on ne veut pas, on veut pouvoir abroger cette loi et on veut pouvoir modifier les règles de la Constitution. Donc on veut le RIC, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Et là, vous avez un système qui n'est pas démocratique parce qu'il est bâti sur l'élection, mais qui a une procédure qui, elle, est démocratique au milieu, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Simon veut réagir. Mais la question ne se pose pas également en termes de séparation des pouvoirs, puisque nous avons donc le pouvoir exécutif qui s'occupe de, je dirais, la gestion au quotidien de la cité, et puis le pouvoir législatif qui vote les lois. Et donc on pourrait très bien imaginer d'avoir un pouvoir législatif qui soit représenté par le peuple lui-même et qui remet une part du pouvoir exécutif momentanée, par exemple pendant une période déterminée de 2 ans, 3 ans à voir, et qu'ensuite, effectivement, il y ait à côté de cela des assemblées de contrôle qui sont là en permanence pour vérifier si l'exécutif fait bien son travail. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il n'y en a même jamais eu. Et ce sont même les partis politiques qui, aujourd'hui, font l'agenda politique, c'est-à-dire aussi bien au niveau des exécutifs que du pouvoir législatif, qui est essentiellement un pouvoir de godillot qui est un presse-bouton. Alors, les partis politiques, la séparation des pouvoirs, c'est autre chose. Les partis politiques, à mon avis, ils viennent mécaniquement de la procédure de l'élection. Avant que l'élection ne soit instituée, il n'y avait pas de parti politique, on n'a pas besoin de parti pour faire de la politique, on a besoin de parti pour gagner les élections. Donc en fait, si vous mettez en place l'institution de l'élection, parmi les candidats qu'on peut aider, les humains, puisque c'est le seul moyen qui leur est offert d'accéder au pouvoir de changer les choses, vont essayer d'aider leurs candidats. Ce sont des machines de guerre électorale. Des machines de guerre électorale pour gagner une compétition électorale. Et à mon avis, c'est folie d'imaginer de garder l'élection et de supprimer les partis politiques. Parce que là, vous allez créer une guerre civile, les gens vont être prêts à vous tuer pour avoir le droit de se regrouper en partis pour gagner les élections. Parce que, en fait, si vous gardez l'élection et que vous interdisez les partis, vous interdisez aux gens, visiblement, ostensiblement, de faire de la politique et de changer les choses. Alors que
Si vous preniez le problème à la racine, le problème des partis politiques, qui sont des professionnels de la politique, et qui sont donc très violemment antidémocratiques, si vous en cherchez la cause, vous allez la trouver dans l'élection, et si vous en prenez la cause en remplaçant l'élection par tirage au sort, vous n'aurez pas besoin d'interdire les partis politiques. Les partis politiques vont disparaître d'eux-mêmes, parce qu'ils ne serviront plus à rien. Que vous ayez un parti ou pas un parti, vous serez tiré au sort, pas tiré au sort, ça ne changera rien. Donc ça, c'est sur les partis politiques. Je pense que ce n'est pas lié à la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, elle n'a jamais existé, et il faut comprendre pourquoi elle a été imaginée. C'est Montesquieu qui avait théorisé ça, et il disait... C'est une expérience universelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Qui le croirait, la vertu même a besoin de limites. Et pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, c'est-à-dire par la Constitution, le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, mais si vous voulez, Montesquieu, ce n'était pas un démocrate du tout. C'était un aristocrate, c'était quelqu'un qui ne voulait pas donner le pouvoir au peuple, mais qui voulait quand même, qui avait peur des abus de pouvoir et qui imaginait, plutôt qu'un pouvoir populaire, et moi c'est là-dessus que je vais revenir juste après, dans un instant, vous allez voir, mais lui, il imaginait que simplement séparer les pouvoirs, et c'est vrai, séparer vraiment les pouvoirs, ça les affaiblirait. Il disait, parce que ce qu'il observait, c'était la monarchie absolue, il disait, quand un homme a tous les pouvoirs, il va en abuser, donc en fait, il faut donner le pouvoir de faire les lois à un groupe, ce sera l'Assemblée, le Parlement, le législatif pourra écrire les lois, mais il ne pourra pas les appliquer. Donc il ne pourra pas être tyrannique, parce qu'il ne peut qu'écrire les lois, mais il ne peut pas les appliquer. L'exécutif pourra exécuter les lois avec la force publique. Donc l'exécutif, qui n'est pas le gouvernement, le gouvernement c'est une saloperie, enfin c'est un mot, on se fait avoir par ce mot-là. Il ne faut pas accepter le mot gouvernement, parce que le mot gouvernement, il porte en lui la confusion des pouvoirs. Celui qui gouverne, pour gouverner, il faut à la fois légiférer et appliquer ses lois. Donc en fait, le mot gouvernement devrait être proscrit explicitement dans la Constitution. On devrait dire, nous tenons à ce qu'il y ait un exécutif qui va maîtriser la force armée, la police, l'armée, la police pour l'intérieur, l'armée pour l'extérieur, mais il faut qu'il s'en tienne là, il ne doit pas avoir un pouvoir législatif. Donc pour moi, le pouvoir réglementaire, qui est le pouvoir du gouvernement de produire des lois, ce n'est pas des lois au sens juridique du terme, mais c'est des lois au sens philosophique du terme, les règlements, les arrêtés, les décrets, tout ça c'est des lois, c'est des normes de portée générale, sans limitation de temps. C'est exactement comme des lois, donc c'est extraordinairement dangereux. Le pouvoir réglementaire pour moi est très contestable. Et en fait, c'est l'exécutif qui s'est autonomisé progressivement en 200 ans, et c'est allé beaucoup plus vite que ça, d'ailleurs c'est allé très vite. Dans la Troisième République, il y avait déjà les décrets-lois, donc il y avait le gouvernement s'était déjà arrogé le droit de produire des lois. Et donc la séparation des pouvoirs, on l'a pratiquement jamais connue, mais il faut comprendre que c'est très insuffisant pour la démocratie. C'est-à-dire que c'est suffisant pour un Montesquieu qui n'est pas démocrate, parce qu'une bonne séparation des pouvoirs va affaiblir les pouvoirs. Bon, admettons, je n'ai pas parlé du judiciaire, qui est le pouvoir qui va appliquer les lois dans nos conflits particuliers. Et en séparant les trois, et en interdisant aux juges de procéder, de décider de façon générale, et en le limitant aux cas d'espèce qui lui sont soumis, on fait que le juge ne devient pas un législateur, mais ce qu'on n'a pas observé, c'est que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, la jurisprudence, c'est littéralement une énorme confusion des pouvoirs. Les juges se sont organisés pour produire. Alors, ce n'est pas des lois, mais c'est... On parle d'un gouvernement des juges, d'ailleurs. C'est tout à fait, mais la jurisprudence, c'est un gouvernement des juges. Donc, si vous voulez, il y a une dizaine de sujets importants sur lesquels on peut dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Mais je voudrais insister sur le fait que l'aurions-nous, cette séparation des pouvoirs, nous ne serions toujours pas en démocratie et nous serions toujours les jouets de nos représentants qui se comporteraient comme nos maîtres. Il nous faut bien plus que la séparation des pouvoirs pour nous protéger contre la tyrannie et pour instituer un semblant de démocratie. Ce qu'il nous faut, c'est un pouvoir populaire. Montesquieu ne parle que du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Bon, en plus, il avait oublié la télé, évidemment, parce que ça n'existait pas, et il avait oublié la banque, le pouvoir monétaire, parce qu'à l'époque, ça ne se voyait pas encore, que c'était terrible ce qui était en train de se passer. La création de la Banque d'Angleterre, donc l'appropriation du pouvoir monétaire, dont je parlerai ce soir, l'appropriation du pouvoir monétaire, c'est probablement une des plus grandes
catastrophe avec la mise en place de l'élection. C'est probablement une des pires catastrophes pour l'humanité. Mais donc Montesquieu n'a pas parlé de deux pouvoirs médiatiques et monétaires, mais surtout, donc ça fait 5 pouvoirs, mais il a oublié, et volontairement, parce que c'est un aristocrate, c'est pas un démocrate, il a oublié le pouvoir populaire. Dans les constitutions d'origine citoyenne qu'on écrit, nous, souvent, tu as des gens qui disent, mais on va établir un pouvoir, le pouvoir populaire, et puis les autres, on va arrêter de les appeler pouvoir, on va les appeler des fonctions. Alors, fonction exécutive, fonction législative, fonction judiciaire, fonction médiatique, fonction bancaire, et qui sont toutes subordonnées à un pouvoir qui est le pouvoir populaire, parce qu'on est en train d'instituer non pas une république, mais une démocratie. Mais est-ce que vous appelez le pouvoir populaire, est-ce qu'il n'y a pas une réponse au fait qu'il ne se passe rien, au fait que ça fait des années que vous vous battez et que vous essayez de proposer ce changement, avec des résultats quand même très moyens? Est-ce qu'il n'y a pas non plus... Est-ce que les gens ont envie d'un pouvoir populaire? Je veux dire par là, est-ce qu'ils ont envie de changer le monde? Parce que ce que vous proposez a quelque chose d'unique, c'est un vrai changement de paradigme, mais est-ce que les peuples, avec le travail qu'on a fait sur eux depuis des décennies, voire des siècles, est-ce qu'aujourd'hui les peuples ont réellement envie de se prendre en main, d'avoir un pouvoir populaire? Est-ce qu'ils ont envie de retrouver leur liberté? Parce que finalement, finalement, tout le monde se contente très bien de ce qui se passe, et c'est peut-être une des réponses, voire la réponse au fait que ça ne prenne pas. Je ne crois pas. J'espère, je me trompe peut-être. Vous avez peut-être raison, et dans ce cas-là, c'est fichu. Bon, voilà, on sera traité comme du bétail par nos maîtres jusqu'à la fin des temps. C'est possible. Je ne pense pas. Il me semble que les riches du moment, les puissants du moment, donc les puissants, ce n'est pas que les riches, hein, il y a la richesse politique, donc ceux qui décident, et puis la richesse économique, ceux qui accumulent les signes monétaires. Et c'est de plus en plus les mêmes. Hein. L'élection fait que c'est les mêmes. L'élection synchronise la richesse politique et la richesse économique. Hein. C'est l'élection qui permet aux riches de devenir non seulement riches économiques, mais en plus riches politiques. Donc alors ça devient une accumulation démente qui s'appelle le capitalisme. Hein. Alors que le tirage au sort à Athènes séparait, dissociait les deux pouvoirs économiques et politiques. C'est super important ça. Le tirage au sort empêche les riches d'accéder au pouvoir politique. Et d'ailleurs à Athènes, pendant 200 ans, et c'est long 200 ans, hein, c'est pas 2 ans, c'est pas 20 ans, c'est super long 200 ans. Pendant 200 ans, les riches étaient comme tenus à l'écart du pouvoir politique par le tirage au sort. Et justement, pendant cette période-là, est-ce que cette démocratie était dotée d'une constitution ? Il y avait la constitution d'Athènes, alors malgré la constitution d'Athènes qu'a écrite Aristote, il y avait des institutions. Le fait que la constitution ait sa forme constitutionnelle et sa forme écrite, c'est pas le plus important. Il y avait des institutions. Les institutions d'Athènes ont été écrites par Solon d'abord, qui était un poète, et puis par Clisthène ensuite, qui a fait des réformes essentielles pour que le peuple décide lui-même. Et dans ce régime, donc, qui était institué et qui était un des régimes les plus stables politiquement pendant 200 ans, même s'il y avait des instabilités, mais c'était un des régimes les plus stables et les plus prospères de la région. Dans ce régime, les représentants ne votaient pas les lois. Les tirés au sort ne votaient pas les lois. Les tirés au sort préparaient les lois. C'est le Conseil des 500, hein, c'est les citoyens qui votaient les lois. Donc, on pourrait imaginer un régime comme ça. Imaginez un parlement, imaginez avec moi, faites cet effort cette expérience de pensée. Imaginez que le Parlement, au lieu de tout décider à votre place, de réfléchir et de voter, de décider, au lieu de ça, nous l'aurions institué en disant le Parlement va nous aider. Nous qui sommes devenus citoyens, nous ne sommes plus électeurs, nous ne sommes plus que des enfants. Nous avons décidé de devenir des adultes politiques et nous instituons un Parlement tiré au sort, ou élu d'ailleurs, mais qui nous prépare les lois et qui nous les présente. Alors, parmi ceux qui ont travaillé les lois, il y a ceux qui sont pour la prochaine loi qui est à voter, et puis il y a ceux qui sont contre. Il y a des voix dissidentes dans le Conseil des 500, dans le Conseil tiré au sort, dans le Parlement qui discute d'une loi, il y a des gens d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Or, on leur demande, dans les institutions, on leur demande sur la chaîne du référendum, ou sur la chaîne dédiée à la démocratie, on leur demande de nous présenter les avantages de cette loi, et puis les inconvénients. Il faut que les voix dissidentes puissent nous présenter les inconvénients. Il faut qu'on les voit s'empailler entre eux. Il faut qu'on les voit nous faire des conférences
conférence pour, conférence contre, et puis ensuite débat pour et contre. On veut les voir s'empailler pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la loi. Et puis ensuite, c'est nous qui votons les lois. D'autant pourrait plus faire ça. qu'aujourd'hui, on pourrait faire a tout à fait les moyens technologiques Oui, oui, de tout- permettre une votation permanente, systématique Oui. de la population. Hein, on a notamment la blockchain qui ne sert pas seulement à gérer le bitcoin ou des actifs numériques comme la June, mais qui pourrait être utilisée comme un moyen de certification du vote de la population. Alors, Si vous voulez bien, juste attention. avant d'aller dans le débat technologique des possibilités d'une démocratie directe, attention à l'anonymat qui n'est pas garanti. et Au contraire. Ludovic, est-ce que tu as encore des choses à nous ajouter Oui, justement c'est- sur la cité c'est-à-dire- athénienne? Pas sur la cité athénienne, enfin plus généralement, c'est-à-dire si on considère que l'écriture de la Constitution est le niveau avancé de la démocratie, le plus avancé de la démocratie, même et le RIC serait un peu moins avancé. Quel est le moyen de transition qui nous fait arriver du point où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire zéro démocratie, à ne serait-ce que le RIC déjà pour commencer? Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, une révolution non violente ou autre chose? Je note, excusez-moi. Vous dites que l'écriture de la Constitution serait le moyen le plus avancé de la démocratie. Vous avez oublié un détail, c'est que l'écriture de la Constitution par la population. Oui, comme vous l'avez Parce présenté que avant. l'écriture de la Constitution, on la voit partout sur Terre, et ça ne donne pas du tout un résultat d'émancipation, parce que ce sont précisément les représentants qui écrivent, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est l'écriture de la Constitution par les représentés qui, à mon avis, serait la seule voie d'émancipation. Et vous me dites, ça paraît un peu difficile parce que c'est une vaste tâche, c'est une tâche considérable, c'est un gros texte, beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas y aller progressivement pour y aller plus doucement, de façon non violente? Est-ce que par le RIC... Pardon, je ne voulais pas dire qu'il faut y aller progressivement, mais c'est quelle est l'étape intermédiaire? Si on peut y aller directement, c'est encore mieux. Mais est-ce que vous imaginez une étape intermédiaire entre l'état où nous sommes actuellement et puis ce que vous proposez? Alors, je veux bien considérer, bien sûr, le RIC comme intermédiaire, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le RIC est tellement foncièrement démocratique, c'est tellement l'institution démocratique phare, centrale, chimiquement pure, 0% de matière grasse. Là, vous avez tout. Vous avez le peuple qui choisit les questions importantes, et sur ces questions importantes, il décide lui-même. Donc là, on est vraiment sur la démocratie stricto sensu. Donc, le RIC est tellement une procédure fondamentalement démocratique que quand vous l'insérez dans une constitution antidémocratique, où ne règne que l'élection et la possibilité pour les riches d'accéder au pouvoir contre l'intérêt général, vous transformez la société en la rendant démocratique. Oui, mais comment est-ce qu'on impose le RIC aujourd'hui? Alors voilà, c'est là-dessus que j'arrivais, c'est que, à mon avis, c'est tellement important le RIC pour reprendre le pouvoir aux riches, c'est tellement important que les riches vont le défendre comme si c'était ce qu'il y a de plus important à défendre. C'est-à-dire qu'ils vont nous empêcher de le faire avec la même violence qu'ils nous empêcheront d'écrire la Constitution tout entière. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de différence. Le RIC est tellement important que ce n'est pas intermédiaire, c'est presque le plus important. Alors, ce n'est pas le plus important, parce qu'il y a aussi la souveraineté monétaire et la procédure du tirage au sort. Il y a quand même plusieurs piliers qui vont nous permettre de nous émanciper complètement et durablement. Donc, le RIC ne suffira pas, parce qu'il y a déjà des tas de pays qui ont le RIC. Et puis ils ne sont pas tant en démocratie que ça. La Californie a le RIC en toute matière. C'est l'État probablement le plus capitaliste, enfin un des États les plus capitalistes du monde, avec des inégalités hurlantes, et la population n'arrive pas à s'émanciper avec ce RIC, parce qu'en fait, et je vais vous dire ce qui manque à tous les RIC du monde, il y en a une trentaine de pays qui ont le RIC sur Terre, sur les 200 pays, il y en a une trentaine qui l'ont. Ce qui manque au RIC au pluriel du monde, c'est l'interdiction faite aux riches d'acheter les médias. Parce que si les riches possèdent tous les médias, comme en France il y a 9 milliardaires, maintenant 8 je crois, qui possèdent toute la presse,
les riches se sont donné le moyen de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. Et donc, si tu as le RIC donne du pouvoir à notre opinion. Mais si on ne se préoccupe pas de la qualité de notre opinion, si on laisse notre opinion se faire retourner par des mensonges permanents au quotidien, avec l'apparence du pluralisme, mais avec en fait un unanimisme pro-capitaliste, le RIC, en fait, c'est presque double peine, quoi, hein. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons voté notre asservissement, ça va être beaucoup plus dur pour les résistants de résister, puisqu'on va être présenté comme des ennemis du peuple, puisque le peuple lui-même a décidé que... Donc le RIC tout seul, si vous voulez, il faut vraiment penser, dans les articles que j'ai écrits sur le RIC, dans l'article même qui institue le RIC, il y a les alinéas sur les médias que les riches doivent rendre. La Constitution prévoit que les médias sont inaliénables. D'accord. Un riche, parce qu'il est riche, ne peut pas acheter, ou une entreprise, une grande entreprise, par les institutions. Nous décidons que personne ne peut acheter un média. Les médias appartiennent aux journalistes qui y travaillent et à leurs lecteurs. Si vous le permettez, M. Chouard, ce que Ludovic demande, en fait, c'est quelle va être la transition pour passer du monde de la démocratie au monde de la démocratie représentative aujourd'hui. En fait, est-ce que nous avons besoin d'une révolution violente, où les gens prennent les rues, prennent les armes, je ne sais pas, ou alors est-ce que ça peut se faire de manière pacifique, une grève d'1 mois, on bloque toutes les institutions et on demande justement à reprendre le pouvoir par la rédaction de cette constitution. Quelle est l'étape intermédiaire pour arriver à la démocratie directe? Voilà. J'espère que ce ne sera pas une révolution, parce qu'une révolution, ça revient au point de départ. D'accord. Je ne sais pas si ce sera une évolution. D'accord. Et à mon avis, elle ne peut pas être non violente tant qu'on a la police et l'armée qui défendent le pouvoir. D'accord. Oui. Parce que le pouvoir, en ayant pris le contrôle des forces armées et en désarmant la population, s'est mis dans une situation de force qui lui permet d'être violent et qui nous interdit de l'être. Ceci dit, les forces armées, donc les policiers pour l'intérieur, les militaires pour l'extérieur, et qui sont de plus en plus, vous l'avez remarqué, partout sur Terre, les militaires sont de plus en plus en train de se retourner contre leur population, ou d'être retournés contre leur population. Ces gens-là sont des êtres humains comme les autres, dont le boulot est et je pense qu'ils le vivent comme ça, de défendre les institutions et la stabilité institutionnelle du pays. Je pense que la plupart d'entre eux ont l'impression de défendre l'intérêt général en défendant la paix sociale, le calme, en exerçant, eux, la violence, mais de façon contrôlée. Ils empêchent... Je me mets à leur place, hein, et je pense que partout sur Terre, beaucoup d'entre eux ont l'impression de rendre service à la société. Alors je sais bien qu'il y a des salauds là-dedans, hein, mais bon, comme partout. Hein, donc quand ils sont armés, c'est particulièrement dangereux. Je sais bien qu'il y a des brutes, mais je pense en tout cas, j'espère que ce ne sont pas tous des brutes ennemis du peuple, parce que sinon, pour moi, c'est cuit. On peut s'arrêter, ça n'arrivera pas. On n'arrivera pas à s'émanciper. Ils ont le contrôle des armes, les riches ont le contrôle donc, des forces armées, de la monnaie, des acteurs politiques, de toute la puissance culturelle, donc des maisons d'édition. Ils ont pris le contrôle de tout. On n'y arrivera pas sans les forces armées, quoi. Hein. Mais les forces armées, comment viendraient-elles ? Comment viendraient les policiers et les gendarmes et les militaires à ne plus défendre les pouvoirs actuels et se mettre à défendre une révolution, une évolution populaire ? C'est toute l'idée que je voudrais représenter dans un film pour montrer aux gens comment ça se passerait. Ce à quoi je travaille depuis 20 ans, c'est des ateliers constituants. C'est-à-dire que je présente aux gens une idée, l'idée que c'est à nous d'écrire la Constitution, nous sommes les seuls capables de le faire, écrire une vraie Constitution, et légitime à le faire. Et je dis aux gens, quand vous sortez de là, ne vous contentez pas de dire, tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent, ce gars-là, on a passé une bonne soirée. Dis, mais continuez à agir, faites comme moi, mais après ça, sans moi. Devenez contagieux et allez contaminer avec l'idée constituante, avec cette idée d'un processus constituant populaire permanent.
allez en parler avec vos voisins, vos collègues de travail, vos proches, vos cousins, vos frangins, enfin, toute votre famille, les gens que vous connaissez bien, vos amis. Allez leur en parler de façon à ce que la société devienne constituante. Et alors, en quoi est-ce que les policiers et les militaires vont être concernés ? Il faudrait montrer dans le film que ce CRS rentre chez lui, il vient d'intervenir dans une manifestation qu'il a réprimée. Et puis en fait, dans la manifestation, on voit que les gens réclamaient le RIC, réclamaient une assemblée constituante tirée au sort, et le policier les a réprimés. Et puis en fait, quand il rentre chez lui, il faudrait que le film montre qu'il tombe dans la chambre, il y a sa mère, son fils, une génération au-dessus, qui sont en train de réfléchir, et quand il s'approche, il les voit en train d'écrire un article, et quand il s'approche encore, il voit que c'est un article de Constitution, mais qu'est-ce que vous foutez ? Et sa mère et son fils lui expliquent, parce qu'ils sont en train de bosser, et lui expliquent qu'ils sont en train d'écrire les articles de Constitution parce que ça suffit, le pouvoir est illégitime, le pouvoir est scandaleusement abusif, et que seule la population va être capable. Bon, on voit le policier qui réfléchit, qui est interloqué, puis qui continue à vivre. Et puis qui, un peu plus tard, au commissariat, voit 2 autres gendarmes qui sont en train, alors, un gendarme, une gendarmette peut-être, une femme évidemment, les voit en train de discuter et de s'empailler sur le sens du vote blanc ou sur le sens du RIC, tu vois, avoir des conversations constituantes. Et ce qu'il faudrait, c'est le film montre que les policiers sont en train de se rendre compte que la société est en train de changer. Et le rendre sympathique. Ne pensez-vous pas qu'en termes de pourcentage, on a à peu près la même représentativité de forces de l'ordre qui comprennent ce qui se passe, qui sont, je vais dire, entre guillemets, éveillés. Oui. C'est à peu près la même pourcentage, 30, 70, 30% de gens éveillés, 70% de gens encore endormis. Ça correspond à ce qui existe aussi au niveau de la population tout entière. Tout à fait. Et par rapport à ça, je me demande... C'est pas définitif, c'est ça qui pourrait changer justement. Cette proportion pourrait changer. Et si elle change à la fois dans la société et dans les forces de l'ordre, il va y avoir un moment où les forces de l'ordre vont... Et c'est comme ça que marchent les révolutions. Et on pourrait alors lever les crosses de fusil, retirer leur casque et passer du côté du peuple. Et là, le pouvoir tombe instantanément, sans violence. Non, je dis ça aurait déjà dû se passer, notamment quand tout ce qu'on a vu avec le Covid. Et les 30% sont restés 30%, on a peut-être passé à 35%. Et pourtant, là, c'était un élément quand même essentiel et qui englobait beaucoup de monde. Mais il y a une autre question qui vient là derrière. Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'époque ? On sait que ça ne date pas d'hier, qu'il y a un pouvoir et des gens qui sont sous contrôle. Mais on voit que, par exemple, les gilets jaunes, qui étaient tout à fait légitimes, c'est parti de l'augmentation du prix de l'essence. Et on est dans une idée de pouvoir d'achat. Et quand on voit les révolutions ou les changements de paradigme, ou des gens qui ont changé le monde à d'autres époques, je pense qu'ils avaient un sens du combat, ou leur combat avait quelque chose de beaucoup plus élevé que le prix de l'essence, malheureusement, même si c'est important le pouvoir d'achat pour le... Je crois que tu te trompes là, parce que la population parisienne qui se tempêtait contre le roi, les privilèges, en fait, ils défendaient le prix du pain. Hein. Et alors oui, il y avait des intellectuels qui réfléchissaient, tu as raison, et qui avaient une conscience des alternatives politiques et une grande culture politique qui leur permettait de penser des alternatives. Mais les acteurs sur le terrain, c'était des gens qui étaient préoccupés par le prix du pain, et je trouve ça très proche de ce qui préoccupait les Gilets jaunes. Ça continue. Si tu veux, il y a une association à recréer, bien sûr, entre des intellectuels qui ont le temps, qui ont le privilège d'avoir le temps et puis le goût du bien commun pour réfléchir à des alternatives, comme nous, et puis, mais sans rien imposer, voir si on arrive à semer des graines, est-ce qu'elles germent ou pas. Et puis, tu as l'ensemble de la population qui est prise dans le carcan quotidien des travaux forcés, pour les marchands, et qui en plus abruti par les médias marchands aussi, les médias qui ont complètement dépolitisé les grilles de programme. Il faut comprendre qu'il n'y a plus de débat politique, il n'y a plus que de la distraction. En fait, le fait que nous ayons laissé les riches prendre le contrôle de la presse et de la télévision, donc de toutes les industries de programme,
c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le moyen d'endormir les gens comme on endort du bétail, quoi. Hein. Et donc, une question d'époque. Peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est télé, c'est d'époque. Oui, si on prend, par exemple, une des références, c'est Henri David Thoreau, qui a écrit de la désobéissance civile. Et à son époque, en 1840, quelque chose, un de ces deux combats, c'était qu'il refusait par exemple de payer des impôts parce que l'État où il habitait, c'est-à-dire les États-Unis, participait à la guerre du Mexique et il cautionnait l'esclavage. Et là, il y a une dimension immense par rapport au pouvoir d'achat, même si on fait la différence entre un peuple qui doit se battre au quotidien et des intellectuels qui ont le temps Thoreau, d'y c'est un penser, intellectuel. Oui, tout à Thoreau, fait. c'est un intellectuel. Et d'ailleurs, il s'est retrouvé en prison. Hein. T'interdis, tu ne payes pas tes impôts, tu te retrouves en prison. Donc, il faut un grand courage, une grande éthique. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont prendre le risque d'aller en prison? C'est toujours la même question, tout a changé aussi. Mais surtout, est-ce que ça va changer quelque chose, quoi? Est-ce que Thoreau a empêché le capitalisme de dévaster la planète? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, l'idée de la désobéissance civile, elle est magnifique, mais elle est très insuffisante. Moi, je tiens au processus constituant populaire permanent. Je pense que ce sera plus effectif. Et vous avez raison de poser la question sur comment ça va se passer la transition. Je pense que nous allons avoir besoin des forces armées en lesquelles je fais confiance. Mais alors, c'est toujours pareil, je me trompe peut-être, hein, mais comment tu veux être démocrate sans faire confiance? Si tu es démocrate, c'est que tu as une confiance dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que tu sais que la plupart des humains sont des gens bien. Ils ne sont pas bien d'ailleurs structurellement. Je ne suis pas raciste, hein, parce que c'est aussi raciste de dire que les gens sont des gens bien que de dire que c'est des salauds, par nature. En fait, nous sommes à la fois bien et mal suivant les circonstances. Les institutions, de bonnes institutions nous inciteraient à faire le bien, nous désinciteraient à faire le mal. Mais bon, on a tous du bien, on a tous du bon et du mauvais en nous. Enfin, c'est une banalité de dire ça, y compris chez les forces armées, dans les forces armées. Et il me semble qu'en faisant grandir une idée dans la population, mais une idée qui serait une idée commune, je parle de cause commune, moi, hein, nous avons besoin d'une cause commune. On est nombreux, et le nombre, c'est une faiblesse. Oui, bien sûr. Quand on est si nombreux et qu'on a tous des combats différents, on se rend extraordinairement faible. Donc il nous faut une cause commune, et je pense que cette cause commune, enfin celle que je propose, après ça c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas, quoi, hein, mais il me semble que la cause commune qui est apprendre nous-mêmes et apprendre à nos enfants à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque pour nous défendre, pour changer le monde, pour un monde meilleur, apprendre à instituer nous-mêmes notre propre puissance politique, c'est une bonne cause commune qui réunit aussi bien les gens de gauche que de droite, que du centre, que des abstentionnistes. Et Étienne Chouard, pour revenir justement au niveau des forces de l'ordre, est-ce que vous pensez qu'un processus comme la révolution des œillets au Portugal en 1974 serait encore possible aujourd'hui? Et bien que, évidemment, là on était dans un contexte électif. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment donné, il y ait un retournement de ce groupe de citoyens? Oui, moi je pense que les révolutions ne fonctionnent que quand la police, quand les forces armées passent du côté du peuple. Sinon, c'est un bain de sang et ça finit mal tout le temps. Hein. Ça finit jamais bien tant que la police reste du côté des puissants. Mais alors, pardon, est-ce que vous avez, pour contredire un peu la question de Nicolas tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé depuis le printemps 2020 avec la crise Covid, etc., sur le moyen terme, ne prépare pas le terrain quand même aussi à une mutation en notre faveur? Moi, je pense aussi au fait que, par exemple, je trouve très imprudent de la part du pouvoir d'avoir imposé l'injection des militaires et des policiers qui vont finir par se rendre compte quand même du mal que ça leur fait. Absolument. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous... Alors, théoriquement et en observant autour de vous, du point de vue empirique, enfin du point de vue de l'expérience, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a un glissement de terrain qui est en train de se faire en notre faveur? Oui, mais en même temps, si tu veux, on peut espérer que les puissants seront assez maladroits pour faire des bêtises comme celle de maltraiter leurs policiers, leurs militaires, parce qu'ils en ont tellement besoin, ils en ont tellement vitalement besoin que ça paraît complètement extravagant. En fait, quelle énorme erreur de maltraiter les policiers et les militaires. Oui. Mais ceci dit, ce serait complètement déprimant d'avoir à se
à avoir comme seul espoir que les puissants fassent des erreurs pareilles, parce que... Mais ils les ont faites, c'est pas un espoir, ils les ont faites. Oui, mais ils continueront peut-être pas. Il suffirait à ce moment-là, si notre espoir c'était ça, il suffirait que les riches prennent conscience de ces erreurs et ne les commettent plus pour que ce soit foutu. Non, enfin, ce que je suggère, enfin, à mon avis, ça donne plus d'espoir. C'est-à-dire que le jour où les populations du monde, ce qu'une population veut, elle l'obtient. À mon avis, ce qu'une population veut, elle l'obtient. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas. En fait, on ne peut pas dire que nous voulons, puisque nous voulons plein de choses différentes. Et qu'un organisme qui veut plein de choses différentes, on ne peut pas dire qu'il veut quelque chose. Cette partie-là, elle veut l'écologie, cette partie-là, elle veut, etc. Enfin, chaque partie de la population veut des choses différentes. Mais quand nous aurons trouvé une cause commune, quand nous serons tombés d'accord sur la légitimité, l'efficacité, la qualité de cette cause commune, et que nous allons nous regrouper sur elle, il va se passer quelque chose de tout à fait décisif. C'est-à-dire qu'enfin, nous allons vouloir, avec le moyen de vouloir, parce que nous aurons comme polarisé nos volontés sur un objectif commun, parce qu'on aura réfléchi, on aura dit, c'est vrai que si on institue nous-mêmes notre puissance, on va enfin pouvoir changer les choses. Et que nous soyons de gauche ou de droite. Si vous voulez, un peu l'image qui me revient souvent en tête et que je reprends à chaque fois, alors à chaque fois avec des mots différents, un peu, mais je vais la reprendre parce que c'est très important. Je nous vois comme, nous autres humains, pays par pays, je nous vois comme des prisonniers dans une cellule, vous voyez, une cellule de prison, une prison, avec une porte, une fenêtre. Et nous sommes, à part la fenêtre, on voit l'extérieur, on voit ce qu'il y a à faire, on voit l'état de notre société, on voit la possibilité d'aller à gauche, prendre des décisions de gauche, on voit la possibilité d'aller à droite, mais on voit ça derrière nos barreaux. Nous n'avons aucun moyen d'agir. Nous sommes dans une prison, mais nous voyons l'extérieur. Et nous nous disputons entre nous, entre les gens de gauche et de droite, en disant « Ouais, il faut prendre des décisions qui vont à gauche. » Pas du tout, bande de gauchias. Il faut prendre des décisions qui vont à droite. Fascistes, disent les autres. Et nous nous disputons. Mais c'est stupide. C'est pas nous qui décidons. Nous sommes dans une prison politique. Et nous ne décidons de rien. Et nous nous disputons entre nous pour savoir ce qu'il faudrait faire, alors que c'est des discussions oiseuses qui ne servent à rien. C'est dérisoire. Nous discutaillons. Elles servent. Elles servent quand même. Pas nous. Non, elles ne servent pas à rien. Elles servent à continuer à imposer l'agenda mondialiste. Parce que vous avez utilisé le mot capitaliste. Oui. Je ne sais pas si le mot mondialiste fait partie de votre vocabulaire. Oui, si vous voulez. J'ai pas de problème avec ça. Bien sûr. L'idéologie mondialiste est en train de gagner, mais c'est une idéologie de marchands. Il faut comprendre que les marchands sont mondialistes depuis toujours et qu'on leur résiste. Et que ce qui s'est passé au XVIIIe, c'est qu'en tuant le roi qui protégeait le peuple contre les marchands, il y avait un contrat social entre le roi, enfin il n'était pas matérialisé, mais la police du roi servait à tenir les marchands à l'écart. Mais ne me laissez pas, il faudra que je vous dise la fin de l'histoire de l'allégorie de la prison. Parce qu'il n'y a pas que la fenêtre, il y a la porte derrière. Et nous avons... la porte n'est pas fermée à clé. Il suffirait de vouloir. Il suffirait de la pousser. Moi, tout seul, je ne suis pas assez fort. Elle est très lourde, elle est grosse, elle est lourde. Tout seul, je ne peux pas la pousser. Nous, on est combien ? 5 autour de la table, on n'est pas assez fort. Prenez tous les gens de gauche, ils ne sont pas assez forts pour pousser la porte. Prenez tous les gens de droite, ils ne sont pas assez forts pour pousser la porte. Même prenez tous les abstentionnistes, ils ne sont pas assez forts. Mais si on s'y met ensemble, la porte, c'est peanuts. Tous ensemble, le peuple uni ne peut pas perdre. Si on veut quelque chose, on l'aura. Si on décide ensemble de sortir de cette... Pourquoi je dis de gros mots ? De cette fichue prison. Sortir de cette fichue prison. Si on pousse ensemble la porte, on s'évade. Et on institue nous-mêmes notre puissance politique. Et on sait bien qu'on ne va pas être d'accord. Il y a des gens de gauche et de droite là-dedans. On sait bien qu'on ne va pas être d'accord. Mais on décide que, enfin, c'est nous qui allons décider, et pas nos représentants. Bien sûr. Après ça, on va se disputer, et un coup, on va prendre des décisions de gauche, un coup, on va prendre des décisions de droite, on va mettre en place une démocratie. La démocratie, elle va prendre des décisions, ça va changer d'une loi à l'autre. Mais vous verrez que sur la retraite, vous allez avoir des gens de gauche et de droite qui vont être tout à fait d'accord. Sur le nucléaire, vous allez avoir des gens de gauche et de droite qui vont être tout à fait d'accord. Sur l'Union européenne, sortir du carcan de l'Union européenne, vous allez voir que, en même temps qu'on va sortir de la prison politique, on va s'évader
du deuxième mur d'enceinte qui est l'Union européenne. Et en fait, c'est super important cette image. Je trouve nos discussions législatives, et même contre le mondialisme, si vous voulez, discuter contre le mondialisme et se moquer, ne pas s'occuper de notre impuissance instituée, de notre absence de constitution, je trouve ça oiseux. C'est-à-dire qu'on discute sans respecter les priorités. La priorité devrait être d'instituer notre puissance de décider, et puis après on se disputera pour savoir ce qu'on fait. Mais est-ce que je peux revenir sur dans notre prison, nos discussions ne servent à rien tant qu'il ne s'agit pas de l'évasion.